On parle politique en France maintenant avec vous, Michael Darmon, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. On revient bien sûr sur cette élection, cette réélection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Hier soir, à quelques voix d'écart, on le disait tout à l'heure, avec le candidat du nouveau Front populaire, le communiste André Chassaigne. On a entendu qu'il y avait du coup pas de changement par rapport à ce qui était avant les législatives. Une victoire du camp républicain aussi a été soulignée par d'autres avec une certaine once de soulagement. Comment vous l'analysez, cette victoire? Tout d'abord il faut vraiment faire attention et en particulier dans notre métier à ne pas se fier aux apparences. L'apparence évidente, c'est que Yael Braun-Pivet, qui était président de l'Assemblée nationale, est encore président de l'Assemblée nationale. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, ça n'est pas du tout la même assemblée, ça n'est pas du tout la même structuration de majorité. Il y a trois blocs qui ont du mal à obtenir eux-mêmes la majorité. Il y a actuellement une grande difficulté de la part notamment de la gauche à désigner un candidat ou une candidate pour être Premier ministre. Il y a un président de la République qui a décidé de repousser encore quelque temps, peut-être jusqu'à la fin de l'été, la désignation donc d'un ou d'une première ministre. Et on est avec un groupe Rassemblement national qui est passé de 89 à 143 députés. Je n'appelle pas ça exactement la même situation. Bien évidemment, ce qui s'est passé également hier lors de cette élection à la présidence de l'Assemblée montre bien que l'Assemblée nationale, dans son fonctionnement, bah, ça n'est pas la France. Il y a des règlements intérieurs, il y a des mécaniques internes qui font que au troisième tour d'une élection, par des mécaniques eh bien, d'accord, il y a eu Yael Braun-Pivet qui a été élu cette fois-ci avec l'accord et l'aide de la droite républicaine alors que la dernière fois, elle avait été désignée parce que le RN s'était abstenu. Donc, quand on regarde d'un peu plus près et que voilà, on voit que les choses sont totalement différentes et ça montre bien à quel point la difficulté est totalement là et que bien évidemment, on s'est encore éloigné de la clarification. On va juste revenir un instant sur la candidature d'André Chassaigne, qui était député de longue date, bien plus apaisé qu'LFI, mais aussi président du groupe qui a déposé une résolution selon laquelle Israël est assimilé à un État d'apartheid et qui avait soutenu aussi un groupe iranien très proche de la République islamique. C'était pas le candidat lisse qu'il semblait être pour le NFP à ce moment-là? Non, bien évidemment, il a été mis en avant parce que, vous savez, il représentait un avantage. Avec lui, s'il y avait tout d'un coup une égalité des votes entre les deux finalistes, eh bien, on pouvait faire jouer la carte senior, si je puis dire, et lui, eh bien, au bénéfice de l'âge, à ce moment-là, remportait l'élection. C'est un point de règlement de l'Assemblée nationale qui a échappé à beaucoup, mais qui a aussi expliqué pourquoi André Chassaigne a été désigné. Maintenant, il a aussi été aussi désigné parce qu'il est important que tout candidat qui puisse plaire à LFI ne soit pas totalement quand même LFI, parce que LFI sait très bien à quel point il joue le rôle de repoussoir. Donc, il était une sorte effectivement de candidat de la gauche, proche de LFI, mais déguisé. Et vous l'avez rappelé, il n'est évidemment pas dans une logique, je dirais, de modération, notamment en ce qui concerne les sujets du Proche-Orient et d'Israël. Et puis, il faut aussi quand même remarquer que malgré tout ce que l'on vient de dire, il a obtenu 200 voix. Il a été finaliste. Il perd à une dizaine, à très près face à Yaron Pivet. Il ne faut pas sous-estimer quand même l'importance de poids de gauche dans cette législature, même si au moins encore l'union, que vraiment ce nouveau Front populaire va encore passer quelques zones de turbulence. Justement, la question qui se posait hier soir et qui se pose toujours, c'est l'incidence de cette élection à l'Assemblée nationale sur la définition du nouveau Premier ministre, du nouveau gouvernement. Le nouveau Front populaire ne s'est toujours pas mis d'accord. Il devrait voter, enfin les députés du NFP devraient voter pour désigner leur candidat ou candidate à Matignon. Et pendant ce temps, on a l'impression que c'est la droite qui s'active pour une éventuelle coalition avec la Macronie. Est-ce que c'est ça qui se dessine et est-ce que cet accord tacite qu'il y a eu hier soir pourrait pousser vers ça? Vraisemblablement, si on écoute les échos qui nous viennent des coulisses, ce qui se prépare serait donc un gouvernement. Et je ne dis pas de coalition, parce qu'en fond,
On ne sommes pas dans un scrutin, dans un mode de scrutin qui dégage, qui aboutit sur une coalition comme le système allemand. Nous sommes encore en Cinquième République, avec le télescopage, et c'est ce qui explique le dysfonctionnement actuel, le télescopage entre l'obsession présidentielle pyramidale que représente donc la Cinquième République, qui, je vous le rappelle, reste une monarchie constitutionnelle, et la vie parlementaire qui aujourd'hui donne le sentiment que nous sommes dans un modèle qui rappellerait la Quatrième République avec des coalitions et des gouvernements qui s'entendent. Ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes dans un mode et un moment de notre vie politique ici en France totalement dysfonctionnel. Donc Emmanuel Macron, il n'a aucune obligation de choisir dans un groupe ou dans un autre le candidat ou la candidate ou la personne qui va désigner pour former un gouvernement. La Constitution tient en deux lignes. Le président nomme un Premier ministre, c'est tout. Et donc, la tradition républicaine voudrait et veut et a voulu depuis des années que ça soit au sein du groupe qui arrive en tête à l'Assemblée nationale. Aucune obligation légale n'est faite au président de la sorte. Donc, on entend bien, on voit bien tout ce qui se passe, par exemple, avec Laurence Toubiana à gauche. On a le sentiment que c'est pas fait pour réussir. Une fois de plus, on entend les blocages déjà et les protestations du côté de LFI. Ils vont encore passer quelques temps, voire quelques semaines à essayer de trouver un mode de départage. Mais pendant ce temps-là, eh bien, le président de la République va plutôt regarder effectivement du côté d'une coalition entre LR et Ensemble, ce qui va lui permettre aussi de continuer eh bien, à dérouler au fond, son objectif dans cette dissolution que l'on dit ratée, mais que de son point de vue, il considère comme étant réussie, c'est-à-dire que le groupe qui a perdu va continuer à gouverner. Et que le gouvernement et le Premier ministre soient issus plutôt d'une coalition, en tout cas de la droite ou de la gauche avec le NFP, on a l'impression que de toute façon la majorité absolue, elle ne serait pas nécessairement atteinte. Qu'est-ce qui se passe si on se dirige vers une censure fréquente, enfin à répétition des gouvernements? Comment la France peut avancer dans cette situation-là? Eh ben, elle ne va pas avancer. Il est clair que nous allons vers une période de chaos politique qui va durer un certain nombre de temps. La dissolution, pulsion, je dirais, d'Emmanuel Macron n'est pas prête comment dirais-je, d'effacer ses traces. De ce point de vue-là, il faut s'attendre à une rentrée. Quand je parle avec des différents responsables économiques de haut niveau, ils sont très inquiets pour la situation française à la rentrée, en me disant d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir que l'économie était à l'arrêt, qu'il y aurait les marchés qui allaient réagir au vu de la situation française à la rentrée. Là, vous savez, on rentre dans une période un petit peu de la France Potemkin. On va s'enfermer dans le monde de l'entre-soi magnifique des Jeux Olympiques, et peut-être évidemment ce sont de très belles épreuves et très belles périodes qui attendent les passionnés de sport. Mais la réalité, quand les JO seront terminés à la fin d'été, sera rude. L'atterrissage sera rude. Et de ce point de vue-là, clairement, nous n'entrons pas dans une période de tranquillité en France. Dernière question, Michael Darmon. Toutes ces images qu'on a vues hier soir, ce qui a beaucoup circulé, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui est ressorti de l'Assemblée, c'est ces députés, notamment LFI, qui refusent de serrer la main du député Rassemblement national dans l'hémicycle, alors en charge de la supervision du scrutin, parce que c'était le Benjamin de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vient exprimer, à la fois que ça a eu lieu et surtout que ce soit ça qui soit à ce point repris et qui intéresse les gens? Ça intéresse d'abord les journalistes plus que les gens, je dirais, mais ça met effectivement l'accent sur le fait qu'il y a la volonté de montrer, et certains peut-être le souhait, que le barrage républicain auquel on a assisté dans les urnes et sur le territoire national fasse son entrée dans l'hémicycle. Mais on va avoir d'ailleurs une clarification aujourd'hui, maintenant, avec la répartition des postes, des commissions et je dirais des responsabilités au sein de l'Assemblée, que si par exemple le Rassemblement national est écarté de tout poste à responsabilité à l'Assemblée nationale, alors il y aura encore un puissant ressentiment qui s'élèvera dans le pays et qui fera en sorte que beaucoup, en tout cas 10 millions de Français, ceux qui ont voté pour le RN, auront le sentiment que leur vote aura été volé. On verra si c'est le cas, parce que Yael Braun-Pivet a justement été élue en disant, avant l'élection, et maintenant en disant publiquement, qu'elle respectera toutes les sensibilités. Donc cela devrait se traduire dans les postes à responsabilité, les commissions, la questure, bref, tout ce qui fait le fonctionnement du Parlement, qui est parfois loin
connaissance des Français, c'est normal, c'est aussi une institution extrêmement complexe, mais qui doit à la fin être capable de pouvoir refléter l'ensemble des courants qui se sont exprimés dans les urnes. Et de ce point de vue-là, eh bien, le nouvel enjeu de cette élection est là, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire finalement que c'est exactement comme la dernière fois, puisque les enjeux sont différents. Et cette fois-ci, le Rassemblement national a encore progressé dans les urnes et il faudra aussi en tenir compte. Merci beaucoup, Michael Darmon. Bonne journée à vous.